Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes aujourd'hui trois pour vous parler des solutions innovantes face à la RE 2020 et pour la transition bas carbone. Nous avons donc Joëlle Vitrac, qui est directrice du développement commercial pour Lafarge Ciment, et dans l'ordre d'apparition aussi Flore Bellancourt, qui est donc responsable du marché bâtiment pour Lafarge France. Et moi-même, donc je vais introduire le sujet, et j'ai en charge la construction durable pour Lafarge France. Donc vous avez peut-être, je l'imagine déjà, vu apparaître dans la RE 2020 une nouvelle exigence qui vient contraindre l'empreinte carbone de la construction. Donc c'est l'indicateur IC Construction qui va contraindre donc le poids carbone des maisons individuelles, des bâtiments de logement collectif, des bureaux et de l'enseignement scolaire dès 2022. On voit, quand on regarde l'état de l'art actuel, que la construction donc, de ces typologies de bâtiments est en fait juste en dessous de cette exigence qui arrive en 2022. Donc en 2022, il va falloir vérifier que ces constructions sont bien conformes à ces seuils. Et ces seuils vont aussi progressivement être plus exigeants donc jusqu'en 2031, avec une réduction de l'ordre de 34% de ce poids carbone en 2031. Quand on regarde aussi la composition de ce poids carbone sur la partie construction, la structure de ces bâtiments, quand ils sont en béton armé, représente de 22 à 34% donc du poids total, chantier compris, second œuvre, équipement technique compris. Donc en gros, on peut retenir que c'est un tiers des émissions qui proviennent de la structure des bâtiments. Et quand on calcule ce poids aujourd'hui, il est en partie dépendant de données par défaut. Il y a 40% de ce poids carbone qui est calculé à partir de données fournies par le ministère, puisque tous les produits de construction ne sont pas couverts par des déclarations environnementales spécifiques à des produits par les industriels. Donc finalement, le gros œuvre est en première ligne, est un premier levier important pour réduire l'empreinte carbone ou permettre l'atteinte de ces seuils dès 2022. Quand on veut rendre ces constructions conformes ou même plus bas carbone, donc on a deux leviers de réduction. Le premier, c'est d'abord d'aller à la chasse aux données par défaut pénalisantes, donc d'aller sélectionner des solutions qui sont couvertes par des données spécifiques, bien représentatives des produits commercialisés. Donc là, on optimise déjà la conception du bâtiment. Et pour aller un peu plus loin, pour une même solution technique, on peut aller chercher donc des solutions, des produits bas carbone. Et quand on regarde le cas du gros œuvre en béton, les bétons bas carbone permettent de gagner 33% sur ce poste donc, de gros œuvre. Alors, cette étape, cette RE 2020 qui arrive en 2022, c'est une nouvelle étape dans notre trajectoire pour Lafarge en France et pour le groupe Holcim. Une trajectoire de décarbonation qui a commencé déjà dans les années 90 après les premiers sommets de la Terre de Rio en 92. On s'est depuis donc engagé et réengagé successivement pour s'aligner avec la nouvelle ambition mondiale de limitation du réchauffement climatique à plus de 1,5 degré à la fin du siècle, en 2100. Donc ça, c'est une cible qui nous engage avec des échéances intermédiaires, dont la prochaine à 2030. Nous en interne, donc et vis-à-vis de nos parties prenantes externes, on s'est engagé à atteindre 475 kg de CO2 par tonne de ciment à l'échelle du groupe. Donc ça, c'est une cible très claire qui nous permet de vérifier que, y compris à l'échelle de la France, nos solutions donc béton et ciment sont bien alignées avec l'objectif d'une part de neutralité carbone à l'échelle mondiale, mais aussi par rapport à la réglementation française RE 2020, que donc, les solutions d'ici là seront bien compatibles avec cette trajectoire de décarbonation imposée pour le bâtiment en France. Oui. De rajouter, Florent, qu'en fait, ce qui est important de voir, c'est l'accélération de la descente de la courbe, puisqu'en fait, on démarrait dans les années 90 avec un poids carbone ramené à la tonne de ciment autour des 800 kg, hein, donc c'était presque une tonne de ciment égale une tonne de CO2.
à une très très grande accélération et dont l'objectif pour 2022 c'est déjà d'être plus qu'à 550 kg d'émissions de CO2 et pour un objectif 2030, un engagement, hein, parce que c'est plus qu'un objectif, c'est un engagement d'atteindre les 475 kg, d'avoir donc divisé quasiment presque par deux nos émissions de CO2. Et ce chiffre compte toutes les catégories de ciment. Donc on rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure pour vous donner un peu de visibilité. Justement, rentrons dans le détail. Donc pour comprendre comment on fait pour suivre cette trajectoire, d'abord peut-être tu peux nous expliquer de quoi se compose donc l'empreinte carbone du béton. Alors effectivement, pensez, pour bien poser le sujet et surtout éviter les incompréhensions ou les amalgames entre les matériaux, c'est de faire le point sur déjà qu'est-ce que le béton et comment se décompose le béton. Donc si on ramène à l'unité de construction qui parle au plus grand nombre, donc le mètre cube de béton, si vous regardez le schéma que vous avez à votre gauche, vous voyez la décomposition typique d'un mètre cube. Et donc ce qui est flagrant en masse, c'est que la proportion la plus importante en masse des constituants du mètre cube de béton est par le gravier et le sable, donc 80% de la masse. Vous vous apercevez que 11% seulement de la masse est composée de ciment, et après à la marge vous avez des adjuvants et de l'eau dans le mètre cube de béton. Si vous regardez le pendant dans cette décomposition du mètre cube, finalement, où se trouvent les émissions de CO2, donc là, on ne parle plus en masse de matériaux qui composent le mètre cube de béton, mais en poids CO2. Donc ce que vous voyez, c'est que les 80% là, de notre sable et gravillon ne pèsent que 1,6% des émissions de poids de CO2, donc rien du tout. Et nos 10%, 11% de ciment dans le mètre cube, eux, pour le coup, ils représentent 95% des émissions de CO2. Donc on trouvait important de commencer par là pour mettre le doigt finalement dans le mètre cube des bétons pour éviter les amalgames. Ce qui porte du CO2, ce n'est pas le béton lui-même, finalement, c'est le composant ciment. Alors justement, quel est le procédé qui émet du CO2 ? Alors voilà, pourquoi le ciment est émetteur de CO2 ? Alors en fait, le process de fabrication du ciment, c'est déjà de prendre du calcaire et de l'argile, d'aller les broyer et d'aller les cuire. C'est la cuisson qui va nous permettre de faire de la clinkérisation et donc d'obtenir la matière active nécessaire à la production de ciment. Donc, j'attire votre attention sur la différence entre le terme ciment et le terme clinker. Il ne s'agit pas de la même chose, hein. Alors communément, souvent, on met tout sous le nom de ciment. Mais c'est important là, de bien faire le distinguo parce que le porteur de CO2 dans le ciment, c'est une partie de sa composition qui est le clinker. Pourquoi est-ce qu'on dégage du CO2 en produisant du clinker ? Eh bien, en fait, il y a un tiers des émissions de CO2 qui est dégagé au niveau de tout ce qui est thermie, puisqu'on est obligé d'avoir une flamme à 1450 degrés pour pouvoir générer la réaction chimique. Et en fait, entretenir cette flamme, et bien en fait, en utilisant des combustibles, etc., à ce moment-là, on dégage déjà une partie d'émissions de CO2, donc un tiers sur la totalité d'une tonne. Et les 2 tiers des émissions sont clairement liées au process de calcination du calcaire et donc à la réaction physico-chimique pour obtenir cette matière première qui est le clinker. Quand on arrive là, on a notre clinker, donc c'est lui qui est porteur finalement de toute la charge CO2. Et on n'est pas encore à l'étape ciment. On vient mélanger cette matière active avec tout un tas d'additions. J'en ai mis quelques-unes, calcaire, cendre volante. Alors cendre volante de moins en moins, hein, puisque c'est un résidu de l'industrie thermique. Donc cendre volante, il n'y en a quasiment plus à l'heure où on se parle, de disponible en tout cas en France. Du laitier, de la pouzzolane et bien d'autres, et notamment une addition qui va prendre de la place dans les années à venir, les argiles calcinées. Donc en fonction de la nature des additions que l'on va utiliser et que l'on va mélanger à cette matière active, on va obtenir des ciments de différentes catégories et avec des performances mécaniques différentes en fonction de la nature de l'ajout, encore une fois, et du taux d'ajout qu'on va y mettre. Sachant que nous, en tant qu'industriels cimentiers, on fournit des industries qui ont des besoins techniques extrêmement différents. C'est-à-dire, si je prends le cas de l'industrie du béton prêt à l'emploi,
ses besoins en termes de caractéristiques techniques vont pas du tout être les mêmes qu'un préfabricant béton qui, lui, va avoir besoin de résistance, par exemple, à jeunage, plus élevé qu'un BPE qui, lui, est sur un matériau qui va avoir le temps de sécher. Et puis pareil, si je prends le cas d'un mortieriste, lui, ses exigences techniques quand il utilise du ciment pour son produit fini, par exemple un enduit, etc., va pas être les mêmes. Donc nous, en tant que cimentier, on se doit de produire des ciments qui vont pouvoir répondre aux diverses contraintes des différentes industries utilisatrices de nos matériaux. Et c'est en ça qu'on va pouvoir jongler aussi sur la nature des additions, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes performances. Je pense au laitier pour faire des généralités un peu, mais le laitier est un ajout qui va avoir de très bonnes, apporter de la performance à 28 jours, mais qui ne va pas être très performant sur le jeûnage. Si je prends le calcaire, c'est une addition qu'on aime bien parce qu'elle est très disponible sur le territoire, mais qui apporte zéro performance. Voilà, les argiles calcinées, par exemple, sont d'excellentes additions parce qu'elles sont disponibles localement et qu'elles vont être en plus génératrices de performance mécanique quand elles sont associées à des clinkers de bonne qualité. Voilà, donc une fois qu'on a ce clinker, on vient mettre une addition. On rebroie, donc on fait du cobroyage ou on fait du broyage séparé, mais technique la plus classique, c'est le cobroyage. Et une fois mélangé, vous obtenez des ciments, et encore une fois, de différentes catégories. Les CM1, les CM2, les CM3, les CM4, les CM5, et depuis peu, des CM6 et des CM2C, qui sont les deux nouveaux ciments qui viennent d'intégrer la norme ciment, qui sont des ciments avec des taux d'ajout à 50%, mais qui ne sont pas encore, à l'heure où on échange, reconnus par la norme béton, l'AEN 206.1, mais ça ne devrait plus tarder, c'est une question de trimestre, on va dire. D'accord. Voilà, pour avoir un peu posé le décor de finalement où est-ce qu'on génère les émissions de CO2. Un tiers sur le fait d'entretenir la thermie de cette flamme à 1450 degrés, et les deux tiers qui est vraiment une réaction physico-chimique pour obtenir la matière active. Très clair. Alors, maintenant qu'on a compris, comment, si on revient à notre trajectoire de réduction, quelles actions on met en place pour réduire cette empreinte carbone? Alors heureusement, hein, on a des solutions, on a des leviers en tant qu'industrie émettrice de CO2. Donc il y en a quatre grands leviers. Les deux premiers que vous voyez sont des leviers qui vont venir interagir sur la réduction des émissions de CO2 liées à la thermie. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle dans notre métier l'upgrading. L'upgrading, c'est le terme pour parler de tout ce qui est modernisation des usines et pour aller vers des systèmes plus performants et avec moins d'impact sur les émissions de CO2 et avec une meilleure efficacité énergétique. Le deuxième levier, c'est le mix thermique. Donc là, pour ceux qui connaissent, en fait, l'idée, c'est de changer la nature des combustibles que l'on utilise pour entretenir cette flamme et cette thermie. On va avoir à disposition tout un tas de combustibles. Alors, il y a encore très longtemps, les industries cimentières étaient des gros consommateurs de ce qu'on appelle le petcoke, hein, en gros, c'est du résidu pétrolier, voilà. Mais ça fait déjà quelques années que les cimentiers utilisent de moins en moins le petcoke, mais vont de plus en plus sur des combustibles alternatifs. Il faut savoir que les cimenteries sont des gros recycleurs de pneus usagés, par exemple, des gros recycleurs de farine animale. Donc, on est aussi là pour permettre d'évacuer certains déchets dont on ne saurait pas quoi faire aujourd'hui sur le territoire. Et puis, il y a tout un tas de combustibles qui sont utilisés aujourd'hui et qui portent zéro poids carbone, notamment, pour faire simple, les déchets que vous avez dans les poubelles jaunes ou bleues, ça dépend des régions, mais qui sont les matériaux cartonnés ou même certains PVC qui peuvent être rebrûlés dans les cimenteries. Voilà, donc ça c'est les leviers pour diminuer les émissions à ce niveau-là. Et les deux autres leviers, en fait, c'est pour les deux autres tiers des émissions de CO2. Donc effectivement, puisque vous avez compris que le clinker est un gros porteur des émissions de CO2, mais par la réaction chimique, finalement, du coup, pour faire des ciments moins émissifs, une des solutions, et une des solutions les plus utilisées actuellement, c'est de réduire le taux de clinker dans les ciments, dans le produit final, en y ajoutant, poussant, maximisant les taux d'ajout. Et donc là, le gros challenge pour le cimentier, c'est de trouver des ajouts de bonne qualité, disponibles, parce que la question de la disponibilité est très très importante dans notre métier,
parce que ça ne ferait pas de sens d'utiliser des ajouts que l'on ferait, à qui on ferait traverser des territoires entiers pour nous arriver, même s'ils sont performants. Donc le côté disponibilité est extrêmement important. Et bien sûr, après la performance, parce qu'en fonction de ce qu'on veut en faire, on a aussi besoin qu'ils amènent une certaine performance technique. Voilà. Et enfin, le dernier, qui est quelque chose de beaucoup plus expérimental, bien qu'on est quand même en train de le toucher du doigt, c'est tout ce qui est sujet de carbone, de capture carbone, et de stockage carbone. Voilà, et on espère prochainement avoir des usines, une des premières usines en Europe à vous présenter sur ces sujets-là. Mais c'est encore expérimental. D'accord. Donc on a compris les leviers, les principes. Voilà, c'est les 4 grands leviers. Sur la trajectoire, donc il y a quand même un enjeu de massification de ces solutions bas carbone à court ou moyen terme. Tu as parlé de disponibilité. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur ce qui est disponible actuellement? Alors ça c'est le sens premier, parce qu'en fait si on travaille une gamme et qu'on met à disposition, qu'on parle de produits que finalement ils sont peu disponibles ou disponibles que sur certains périmètres géographiques, aucun intérêt. Hein. L'idée c'est vraiment de la massification, comme tu dis Florent. Et c'est en ce sens qu'on a travaillé l'ensemble de notre gamme de ciment. Encore une fois, c'est sur le sourcing et l'intelligence du sourcing, l'ingénierie du sourcing de nos additions, pour proposer toute une gamme avec des réductions qui commencent à partir de moins 30% d'émissions de CO2, qui vont sur des choses très très en rupture, c'est-à-dire on est capable de produire, à l'heure où on se parle, des ciments qui font moins de 70% d'émissions de CO2 versus le ciment de référence. Hein. Le ciment de référence, c'est le fameux CEM1, qui est le ciment le plus chargé en clinker. Donc on a toute une gamme de réduction CO2 et cette gamme est disponible sur l'ensemble du périmètre national. Et c'était fondamental parce que ça ne faisait pas sens de ne pas offrir aux acteurs de la construction des solutions immédiates sur l'ensemble de la France. Merci Joël. Très clair donc sur le ciment. Si on remonte au niveau donc du béton, je me tourne vers Flore. Comment ça se traduit concrètement donc à l'échelle du béton? Oui, bonjour à tous. Effectivement, en fait, on a mis en place un scoring qui s'appelle chez nous le 360 score, qui vous permet d'atteindre une traçabilité, une transparence sur le poids carbone de nos bétons. Donc, c'est ce que vous voyez affiché à l'écran. Globalement, notre scoring, il va du D à 0. Et il est en parallèle avec notre gamme de béton bas carbone. Globalement, notre gamme de béton bas carbone EcoPact, on va commencer à un score B où on a une réduction carbone entre 30 et 50%. Le scoring A, c'est en rapport avec notre gamme EcoPact A où on est entre 50 et 70%. Et on va passer sur un score AA avec une réduction carbone de plus de 70%. Donc, effectivement, comme l'a dit ma collègue, on passe sur des générations de liants innovants pour permettre d'atteindre ces performances. Et aujourd'hui, l'objectif de scoring visuel, c'est qu'il soit affiché sur tous nos bons de livraison pour permettre très rapidement d'avoir accès à l'information et à la vérification par la suite. C'est pas le tout de faire des FDES, mais en fin de chantier, il va falloir vérifier que c'est effectivement ce qui a été coulé. D'accord. Alors, on voit la structuration et concrètement, si on prend une opération de logement, comment ça se positionne ces niveaux et ces bétons par rapport à la RE 2020? Oui, en fait, du coup, on a fait des scénarios ici sur cette diapo. L'objectif, c'était de vous montrer que la gamme EcoPact, qui est notre gamme de béton bas carbone et qui est assez vaste et disponible sur le marché, elle permet d'ores et déjà de répondre à tous les différents seuils jusqu'en 2031 de la RE 2020. Globalement, si on regarde pour l'année prochaine, en 2022, nos bétons bas carbone EcoPact permettent de répondre à l'ensemble des opérations pour atteindre les seuils de 2022. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra mettre des bétons avec un poids carbone de 135 kg équivalent CO2 par mètre cube sur toutes vos opérations, mais disons que très facilement, vous pouvez d'ores et déjà savoir que c'est faisable. À partir de 2025, il faudra sur quelques-unes de vos opérations passer sur
sur des niveaux de performance un peu plus élevés, donc avec des bétons EcoPact A qui ont aux alentours de 95 kg équivalent CO2 par mètre cube. 2028, on en mettra un petit peu plus, donc peut-être pas que sur les dalles, mais également sur les voiles. Et 2031, on sera amené à utiliser les bétons de notre gamme EcoPact AA, où on a des taux de réduction de l'ordre de 63 kg équivalent CO2 par mètre cube. Quand on voit que les bétons standards que l'on coule actuellement, ils sont aux alentours de 190 kg. D'accord. Donc c'est pour traduire le degré d'effort en fait de la RE 2020 sur le gros œuvre, en tenant compte aussi des efforts sur les autres lots, bien sûr, en dehors du gros œuvre. Exactement, cette réduction et ce scénario, il se fait si proportionnellement tous les autres lots font le même effort. D'accord. Alors on voit jusqu'en 2031, mais ces bétons-là, donc on sait déjà les mettre en œuvre. Si on est plus ambitieux aujourd'hui volontairement, ou même je pense au Pinel Plus qui va peut-être donc pour les opérations soumises à ce dispositif viser un niveau équivalent à 2025, on sait faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si on vous les présente, c'est parce que c'est une gamme que l'on propose. Pour vous donner des exemples, vu qu'on est dans la région lyonnaise, on fait couramment des bétons EcoPact, mais on a plusieurs opérations qui ont été faites en EcoPact A et en EcoPact AA, donc avec les réductions de plus de 70%. Et on peut citer une opération emblématique qui a été faite pour un promoteur immobilier du côté de Vèze qui s'appelle Carré d'Or Immobilier, où il a fait le premier immeuble de bureau de la région en EcoPact A avec des granulats recyclés, avec une réduction du coup de plus de 50% sur le poids carbone des bétons utilisés. C'est un point important à souligner, c'est-à-dire que c'est pas expérimental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on produit à l'échelle industrielle des bétons avec des ciments qui permettent d'être RE 2020 compatibles dès d'ailleurs 2021, et pour 2022, ce qu'explique le schéma là, c'est que à partir de 2022, avec le premier niveau de réduction EcoPact, le score B, vous êtes déjà compatible RE 2020, et comme cette RE 2020 va accentuer son exigence jusqu'à 2031, et bien après avec les niveaux d'au-dessus, vous gardez toujours cette compatibilité RE 2020, donc il y a d'ores et déjà des solutions pour vous accompagner jusqu'à 2030. Au moins. Oui, tout à fait. Voilà. Et il y a des voiles qui ont été réalisées en EcoPact AA sur la région lyonnaise. Et étant donné qu'on est juste à côté de notre centre de recherche international, on a la chance d'être dans une région où on a des projets en amont et en avant-première. Pour une fois, ce n'est pas les Parisiens qui ont la primeur, c'est les Lyonnais. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident de faire ces simulations en amont des projets. Là, on sait qu'on sait faire au niveau du chantier, mais encore faut-il pouvoir l'anticiper en étude de faisabilité, peut-être. Alors, comment on fait pour s'aider ? Oui, alors on a un outil qui est gratuit et disponible en ligne, ça s'appelle Lafarge 360 Design. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel moteur de recherche. L'objectif, c'est en phase très amont, si vous n'avez pas la possibilité de faire une ACV qui est longue, c'est de vous donner en 5 minutes une évaluation fiable du poids carbone d'une structure en béton armé pour des logements collectifs. C'est un outil qui est en cours de certification par le CSTB et qui sera certifié normalement à la fin du mois. Globalement, comment ça fonctionne ? C'est très simple, on va le voir sur la diapo juste après. Vous allez rentrer dans la simulation la localisation de votre opération. Une fois que vous avez lancé la localisation, bien sûr, nous, on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations comme la zone sismique, mais ça vous permet également, sur toute la simulation, de pouvoir avoir accès aux bétons qui sont disponibles localement, puisqu'on va lier en fait les calculs de la simulation avec notre offre locale de nos bétons. Sur la diapo d'après, vous allez pouvoir voir qu'on va rentrer un certain nombre de paramètres que vous connaissez sur vos projets. Donc ça va être la surface de plancher, ça va être le nombre de places de parking. Plus vous allez rentrer de paramètres, plus la fourchette de calcul va se restreindre pour vous donner accès aux émissions de gaz à effet de serre du gros œuvre. Donc ici, vous voyez un petit peu un démarrage de simulation. Donc à chaque fois, les cibles se mettent à jour automatiquement en fonction des paramètres que vous rentrez.
d'entrée. Et vous avez une approximation sur le poids carbone en kilo équivalent CO2 par mètre carré de surface référence, avec la ventilation sur l'infrastructure et la superstructure. Et ce qui est nouveau en fait dans notre simulateur qui existait déjà par la suite, c'est ce que vous allez voir par la suite, c'est que non seulement on a la simulation sur l'empreinte carbone du gros œuvre, mais on vous propose également de le comparer par rapport au poids cible de l'ARE 2020. Sur la simulation que vous voyez ici, par exemple, qui c'est sur la plupart des cas actuels, la simulation permet de montrer qu'on est en dessous du seuil de l'ARE 2020 où on nous demande 378 et on a 328 en kilo équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher. Donc très rapidement, ça vous permet de voir qu'on est dans le vert, donc ça veut dire au-delà, on est à coup sûr certain que notre projet va passer. S'il ne passait pas ou vous vouliez aller beaucoup plus loin, parce que là on a mis les seuils de 2022, mais vous êtes sur un Pinel Plus et qu'on est en 2025 par exemple, vous avez la possibilité en cliquant sur le bouton optimiser mes choix béton, d'avoir l'outil qui va vous proposer une ventilation entre l'infrastructure et la superstructure, et avec la disponibilité locale, va vous proposer d'autres types de béton pour réduire en fait le poids carbone de votre opération. Et puis vous avez la possibilité manuellement de cliquer et de regarder ce qui se passe. Voilà, si vous changez une typologie de béton dans des planchers, dans des fondations, qu'est-ce qui va se passer. Et vous avez la possibilité bien sûr d'exporter la simulation, toujours gratuitement, et d'avoir accès à des modèles de CCTP. Et vous pouvez également contacter les interlocuteurs. En fait, on vous donne directement accès à nos référents techniques régionaux qui sont à même par la suite, si vous voulez avoir plus d'informations, ou surtout si vous voulez avoir des FDES sur mesure pour votre opération, qui vont vous les faire en instantané. En fait, on a un engagement de 48 heures pour vous faire vos FDES. Voilà. Donc, si je résume globalement sur la diapo d'après très rapidement, on a 4 étapes dans cet outil qui peuvent être intéressants pour vous. C'est une évaluation carbone du gros œuvre en béton standard en phase très amont, en conception, en phase esquisse, en 5 minutes. On le compare par rapport au seuil de l'ARE 2020. On vous propose une optimisation avec des bétons bas carbone. Et puis, on vous laisse la possibilité d'exporter ces simulations pour pouvoir traiter les données. Merci Flore. On a vu du coup toute la chaîne depuis le chantier jusqu'à dans l'autre sens jusqu'à la conception. On a encore eu quelques temps pour 2-3 questions, 5 minutes. Si on n'avait pas assez de temps, de toute façon, on est tous là sur le stand, donc on est à disposition. Stand 44, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On peut clarifier quelques points. On a essayé d'être bref et rapide. Oui. Donc, Ayoub Akar de la métropole de Lyon. Juste une question très, très, très basique entre les différents bétons que vous avez présentés. Donc, quelles sont les différences de performance? Donc, j'imagine que ce pas des produits équivalents. Et juste, ce qu'on dit à la grosse maille, quelle est la différence de prix? On parle de béton, c'est pour toi, Flore? Globalement, ça va dépendre de la gamme. C'est sûr que si vous partez sur des réductions de plus de 70%, donc vous aurez toujours les mêmes performances à 28 jours. Il y aura toujours cet engagement-là. Par contre, sur certains types de liants, vous aurez des résistances à jeûnage qui seront un peu plus faibles. Donc ça veut dire des adaptations sur chantier. Si on décide de faire des voiles en pleine période hivernale, on ne peut pas décoffrer aussi rapidement. Par contre, sur les autres gammes de béton, globalement, tout notre engagement industriel, c'est de faire en sorte que ça n'ait aucun impact pour le client final et pour nos clients gros œuvres. Donc, leur technique, leur savoir-faire reste inchangé. Et leur outil reste inchangé également. Donc, pour résumer, tout va dépendre de la gamme de béton que vous allez choisir. Après, sur le coût, ça va être exactement la même chose. Tout va dépendre de la réduction que vous allez nous demander, de la zone géographique, parce que vraiment, on est 100% local. Vous n'aurez jamais la même chose en fonction de la localisation de votre chantier, puisqu'on va toujours s'approvisionner par rapport à des matériaux locaux, que ce soit sur le sable, le granulat ou le ciment. Mais globalement, vous pouvez retenir qu'on est, alors au mètre carré, c'est assez faible, mais on est sur moins de 10% de plus-value au final.
c'est vrai que c'est une précision importante parce que essentiellement la gamme EcoPact, elle est conçue pour engendrer le moins d'impact possible sur le chantier. Alors après, évidemment, quand on va sur des choses très très en rupture, il faut certaines adaptations, comme tu disais, notamment des délais de décoffrage allongés. Voilà, mais quand même l'idée c'était de pouvoir répondre au mass market et sans changer l'expertise de construction de nos clients et de leur permettre de construire dans les mêmes délais. Merci. Il y avait une autre question, je crois, non? J'ai vu une main qui se levait, peut-être pas plus. On peut rendre l'antenne alors. On rend l'antenne alors. Hein. Il est Merci, midi on est pile. à votre disposition si vous voulez échanger plus longuement. Merci de votre attention. Bonne journée.